Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle personnalité, Amel, que je remercie de son partage. Amel est comptable à Ram, dans le canton de Zug, pour le cabinet Value Solution. Je suis ravie d'accueillir Amel Aklafa, une professionnelle emplie de compassion, de douceur, vous allez l'entendre. Bonjour Amel. Bonjour Jenny, merci pour ton accueil. Tu es comptable et tu vas partager quelques bons plans, aussi des manières de mieux s'en sortir avec ces déclarations en Suisse. On va voir, ça dépend des cantons, etc. Mais j'aimerais d'abord qu'on entende ton histoire, ton parcours, parce que c'est tellement riche. Donc si tu veux bien te présenter. Oui, volontiers, je ne sais pas si c'est un parcours très riche. Je suis née en France, à côté de Lyon, Oyonnax, un petit village. Et puis j'ai déménagé ensuite à Ferney-Voltaire, où j'ai fait mon lycée. À partir de là, Ferney-Voltaire, j'ai travaillé les week-ends, j'ai pris un petit boulot à Genève. C'est comme ça que j'ai connu la Suisse. Et ensuite, j'ai travaillé de plus en plus longtemps à Genève. Mm-hmm. J'ai pris un boulot à plein temps. Au début, tu as étudié la politique ? Oui, c'est ça. Après le lycée, donc, j'ai commencé des études de sciences politiques. Mm-hmm. Et pourquoi j'avais de grandes idées. Je voulais entrer dans la politique, sauver un peu le monde. J'étais une adolescente rebelle. Enfin, je crois que tout le monde peut se retrouver un peu là-dedans. C'était quoi ton idéal ? Mon idéal, je crois que j'étais communiste, mais à fond. Enfin, je me définissais pas comme ça, mais oui, moi j'étais à fond dans le partage et tout le monde, personne au-dessus de l'autre. Voilà. Oui. Je vois, très joli. Et finalement, tu te retrouves en Suisse. Voilà, pour une marxiste. Voilà, je suis à fond capitaliste maintenant. Ouais. Alors oui, donc j'ai commencé à travailler le week-end à Genève. Mm-hmm. C'était pour financer, avoir un petit peu d'argent de poche. Et puis j'ai arrêté mes études à l'université. J'avais plus trop de motivation. Et donc j'ai pris à ce moment-là un job à plein temps à Genève. Mm-hmm. Je savais pas trop ce que je voulais faire. Je cherchais un peu un métier qui pouvait me passionner en fait. Et j'avais du goût pour les lettres, les chiffres. et donc j'ai trouvé un diplôme qui était préparé par une organisation qui s'appelle STEP et qui forme des trust officers, des agents fiduciaires. Donc j'ai suivi cette formation par correspondance. Et à la suite de cette formation, j'ai passé aussi un bachelor avec la même organisation. D'accord. C'est une organisation suisse ? Anglaise, oui. Internationale. Oui, tout à fait. Oui. Ils ont des bureaux un peu partout, et puis aussi à Genève, à Zurich. Oui. Ils sont assez connus en fait dans le domaine. D'accord. Oui. Donc c'était quand même une certification d'un certain niveau. J'étais contente. Et donc oui, j'étais aussi très contente de pouvoir faire un bachelor, avoir le niveau bachelor après ces études, cette certification. Ensuite, j'ai travaillé dans le domaine fiduciaire. J'étais trust officer dans le domaine fiduciaire international. Alors, tu peux nous expliquer trust officer dans le domaine international ? C'est ça, mais en fait, alors trust officer, donc on s'occupe des impôts, on s'occupe de toutes les charges en fait qui viennent avec la propriété d'un bien ou de quelque chose. Tu vois, les gens peuvent profiter du bien et nous, on s'occupe de toutes les charges, quoi, administratives, les choses fiscales, la comptabilité, voilà. D'accord, de la gestion. Exactement, oui. D'accord. Oui. Et donc, ça m'a beaucoup plu, ça me plaît toujours. Mais ce qui s'est passé, c'est que dans le domaine international, il y a eu la crise financière et ça a eu de grandes répercussions sur mon travail, en fait. La crise de 2010 ? De 2008, oui, c'est ça. 2008. Et donc, oui, il y a beaucoup de sociétés fiduciaires qui devaient fusionner, il y avait pratiquement plus de jobs, etc. L'atmosphère de travail était terrible. Donc, j'ai décidé de me spécialiser aussi dans le domaine national, pour avoir un peu plus de perspectives d'avenir. Donc, tu as appris la comptabilité suisse directement. Tu n'as pas appris la française et tu t'es exportée ? Non, française, non, je connais pas. Je connais pas les règles françaises. Mais, les règles sont différentes, je crois. Les oui, systèmes. Tout à fait, oui. J'ai décidé de me spécialiser aussi dans le domaine fiduciaire suisse. Et donc, j'ai commencé par trouver un travail dans le domaine et de suivre la formation qui s'appelle formation d'agent fiduciaire avec brevet fédéral. D'accord. Voilà, et je continue en ce moment. D'accord. C'était naturel pour toi d'arriver en Suisse, comme tu étais un peu frontalière ? Oui, c'est ça. Et puis, ça m'a plu. J'ai voyagé en fait un peu dans le pays.
Genève, c'était bien au début, mais après, je me sentais un peu trop comprimée. C'était un peu trop petit, et puis trop international, pas vraiment la Suisse. Et donc, j'ai voyagé un peu... quelque chose de plus authentique. Oui, c'est ça, oui. D'être plus grand, et voilà, de nouveaux horizons. Et t'as voyagé où? T'as cherché où? Alors, j'ai voyagé dans le canton de Vaud. Valais, c'est super. J'adore. Pour faire des randonnées, c'est... Tu vas souvent? On essaye, oui, des vacances. On essaye de faire des vacances suisses. Oui. Et donc, oui, le Valais, et après le Tessin aussi, mais le Tessin, ça m'a moins plu. C'est très joli, mais je trouve que c'est tellement ennuyeux. Ah oui? Oh là là. Mais peut-être qu'avec la famille, avec les enfants, c'est différent, mais je pense pas que je retournerai. Et Graubünden, c'est les Grisons, c'est ça, superbe. Et Zurich, j'ai trouvé que c'était... Je suis tombée amoureuse tout de suite. Le coup de cœur. Ah oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu trouves de bien à Zurich? Justement, tu vois, l'ouverture d'esprit, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est que j'ai trouvé ça assez incroyable que la maire de la ville soit ouvertement lesbienne et que ce soit accepté par tout le monde. Et puis, l'université est très bien, très reconnue mondialement. La ville est très belle, l'architecture, les environs aussi, pour faire des randonnées, c'est magnifique. Tu as tout de suite trouvé ton cercle social? Tu es arrivé à faire des connaissances rapidement? Non, ça a été assez... Bon, j'ai pas essayé non plus. Parce que tu vois, j'étais aussi habituée à la culture de Genève où on socialise pas... Enfin, c'est pas qu'on socialise pas trop, mais que c'est assez difficile d'être ami avec des Suisses, de se créer des connaissances suisses, je trouve. Ils sont entre eux. Comment tu analyses ça? Tu penses que c'est pas un besoin primaire pour eux ou... Non, je pense qu'ils ont déjà leur cercle d'amis et qu'ils ne se ressentent pas le besoin de faire copain-copine avec des expats. Tu vois, ils sont déjà entre eux. Toi, ça fait très longtemps maintenant que tu es en Suisse. Tu te sens encore expat? Non, pas du tout. Je me sens plutôt suissesse, mais aussi française et aussi un peu algérienne et un peu marocaine. C'est un beau mix. Et américaine aussi, parce qu'on a eu leur culture, on a reçu leur culture. Culture pop. C'est ça. Non, je me sens à ma place. Et tu as facilement trouvé un poste ici à Zurich en arrivant? Enfin, tu travailles pas à Zurich. Tu sais, non, mais au début, oui, j'ai travaillé à Zurich. D'accord. Et c'était vraiment pas facile de trouver un poste. Parce que sans l'allemand, non, les gens, tu les intéressais même pas. Ce que j'ai trouvé, c'était un poste dans une entreprise internationale. Donc j'avais l'anglais, c'était suffisant. D'accord. Oui. Et après, tu as appris l'allemand? Oui. Et après, j'ai appris l'allemand et c'est comme ça que j'ai pu avoir de travailler dans des entreprises suisses-allemandes, oui. D'accord. Mais non, c'était pas évident. Déjà, de trouver un job à Zurich et après, à Zurich, de trouver un job dans des sociétés suisses-allemandes. Oui. Tu as rapidement évoqué tes origines, oui. Aussi tes influences et même les courants politiques qui ont pu traverser ton cœur à certains moments. Est-ce que tout ça, ça continue de t'influencer? Est-ce que ça t'a guidé? Oui, je pense que ça fait partie de ma personne, oui. Est-ce que ça continue à me guider? Oui, je suis sûre, parce que des principes que ma mère m'a inculqués, par exemple, qui sont toujours là et qui resteront toujours, à mon avis. Du genre? Du genre, c'est pas trop intime. Du genre ne jamais arriver chez des gens les mains vides. Ah oui, alors là je peux vous dire, j'ai reçu un beau bouquet, un beau livre. Merci beaucoup. Par exemple, avec plaisir. Oui, pas mal d'autres choses, mais du côté de mon père aussi, alors la culture marocaine, très accueillante, oui. Du côté algérien, on est un peu plus rebelle, je trouve. Ouais, ça aussi j'adore la musique maghrébine. Ouais, j'aime beaucoup danser de manière orientale. Ouais, j'adore mais c'est clair. Oui. Et puis côté français, oui, j'aime beaucoup la nourriture française, c'est clair. L'histoire française. Oui. Et tu arrives à exprimer cette identité-là dans ton quotidien en Suisse, ou tu dois faire beaucoup de recherches pour ça? Tu as une recherche active? Non, à mon avis, tout ça sort dans ma personnalité de tous les jours, en fait. Ouais. Et tu parles du côté rebelle, et justement quelqu'un qui a un petit peu, qui remet les choses en question, etc. Oui. Il arrive à s'épanouir dans la comptabilité, dans quelque chose de très régulier comme ça? Moi, je crois qu'on peut être créatif dans tout, dans n'importe quel job. Tu vois, c'est dans la manière que tu as d'approcher une tâche, de trouver des solutions. Oui. À mon avis, oui. Rebelle, ça, je le suis à fond, surtout avec mon chef. Il a sûrement attrapé beaucoup de cheveux blancs avec moi. Paul Scherer. Ouais. Qui est aussi francophone, d'ailleurs. Oui, il comprend bien le français, oui. Et je suis tellement...
Comment on dit dankbar en français? Reconnaissante. Je suis tellement reconnaissante que nos chemins se soient croisés, parce que c'est un personnage tellement extraordinaire. Il a une patience. Et puis, oui, toi aussi, tu le connais. Ouais, tu l'as rencontré. Hein. Oui, c'est clair. Et je crois qu'en plus, il t'a aidé aussi à te former, justement. Tout à fait, oui, il m'a énormément. Super, on va reparler du cabinet, justement, un peu plus tard. Si tu veux bien continuer à nous expliquer les causes pour lesquelles tu t'impliques ou tu pourrais t'impliquer. On a parlé même une fois d'humanitaire. Oui. Non, mais moi, je trouve que c'est juste normal, et ça fait aussi partie, je crois, de la culture suisse, de participer au bien-être de la communauté. Voilà. C'est un sentiment citoyen pour toi? Oui, c'est normal. Mais même à l'international, tu vois, les Suisses, ils aident beaucoup. Hein, les pays en difficulté et tout ça. Ouais. Non, ça fait vraiment partie de la culture. C'est la Croix-Rouge, quoi. C'est la réputation aussi. Oui, et dans quoi tu t'impliquerais si tu avais le choix? Ou peut-être tu es déjà impliquée? Oui, je travaille pour une société. Je suis pas sûre que j'ai le droit de dire le nom. Mais il n'y a pas de règles sur les podcasts. Ok. Une liberté d'expression. Bon, je travaille pour Pro Infirmis aussi. D'accord. Et tu connais? Non. Alors, il s'occupe de personnes qui ont des difficultés physiques et psychologiques. Il les aide dans pas mal de domaines, et un domaine, c'est la fiduciaire, justement. D'accord. Et moi, je travaille dans ce domaine. Tu mets tes compétences au service. Voilà, c'est ça, ouais. Quelques heures par semaine. Oui. Mais j'ai pas de mérite, c'est normal. Il faut donner. Un bel état d'esprit. Ouais, et j'aimerais bien aussi apprendre le français à des personnes que ça intéresse. Oui. Donc peut-être que plus tard, j'apprendrai aussi, je passerai ce diplôme que propose d'ailleurs l'Alliance Zurich de France. Non, l'Alliance Zurich française de Zurich. Oui. C'est un diplôme d'enseignant français pour personnes qui parlent une langue étrangère. C'est le DELF? Je crois que c'est ça, ouais. J'aimerais bien. C'est français langue étrangère. D'accord, ouais. Mais pour les enseignants, c'est le DELF. Alors, je crois que c'est ça, le diplôme d'enseignement. Ok, ouais. J'aimerais bien passer ça pour donner quelques cours de français à des petits. Et comme ça, de manière bénévole. Mais oui, ça me ferait trop plaisir de travailler avec des petits, tu vois, je te vois tout à fait dans ça. J'adore les enfants, ouais. Je te vois exactement dans cette position-là. Justement, pour toi, cette notion d'impact, de civisme, etc., c'est quelque chose que tu gardes aussi en toile de fond de ton travail, ou c'est plutôt du côté privé? Quand tu travailles et que tu as à résoudre des problèmes fiscaux, comptables pour les gens? Bon, tu vois, je peux pas... Bien sûr, je peux pas travailler gratuitement. Non. Mais même quand... je veux dire... être généreux, tu peux l'être partout, dans tous les domaines. Voilà, prendre à cœur, être passionné par ce que tu fais et vraiment t'intéresser aux gens, à l'être humain. Est-ce qu'on pourrait passer à la partie plus technique? Et comme je l'ai annoncé, tu pourrais nous éclairer sur les grands axes de comptabilité suisse à comprendre quand on arrive. Donc, que faut-il savoir? Oui, volontiers. Alors, pour les gens qui viennent ici en tant qu'employés, ils vont pas avoir à tenir une comptabilité. Ce sera plutôt pour les gens indépendants. Et ce dont tu m'as parlé, je crois, c'est que les femmes au foyer qui accompagnent leurs époux, par exemple, ici, elles entreprennent parfois des activités indépendantes. Oui, donc je pensais à mes copines. Oui, tout à fait. Pour elles, ce serait intéressant de tenir une comptabilité. Les règles de base de comptabilité suisse, elles sont réglées dans le droit des obligations à partir de l'article 957. Il n'y a pas beaucoup d'articles, c'est facile à lire, je trouve. À partir en dessous de 500 000 francs, en fait, on n'a pas besoin de tenir une comptabilité officiellement. Et ensuite, quand même, tu recommandes de prendre des notes sur les entrées et sorties? Tout à fait. Garder les reçus, tenir une comptabilité, je trouve que basique, je trouve que c'est très important. Déjà pour soi, savoir où on en est, et aussi par rapport aux impôts, parce qu'on peut déduire certains frais, et ils ont plus de chances à être acceptés si on voit des comptes et des frais bien répartis. Donc voilà, et après, si on ouvre par contre une société
toutes les entités juridiques, elles doivent tenir une comptabilité. Donc en fait, c'est soit en dessous de 500 000 francs, on n'a pas besoin de tenir de comptabilité, et au-dessus de 500 000, et toutes les personnes juridiques doivent tenir une comptabilité. D'accord. Après, ce qui est aussi important pour les indépendants, ce serait de s'inscrire tout de suite auprès de l'AVS, AFA. Parce qu'on peut très bien se considérer comme indépendant, mais au niveau des assurances sociales, ne pas être considéré comme indépendant. Et là, ça peut créer un problème à l'avenir, par exemple, parce que les clients auxquels on envoie des factures, nos clients auxquels on envoie des factures, pourraient être obligés de payer l'AVS sur les factures. Pour la personne, d'accord. Voilà. Au lieu que ce soit nous qui payons notre propre AVS en tant qu'indépendants. J'imagine aussi, si on veut être sécurisé au niveau, avoir une assurance santé, une assurance, je sais pas, sur notre stock, etc. Ça, elles peuvent le prendre, les personnes indépendantes peuvent prendre ce genre d'assurance de leur côté. D'accord, à part. Oui, voilà. Il y a aussi l'assurance accident qui n'est pas obligatoire de prendre quand on est indépendant, mais c'est quand même très recommandé. Quel que soit le job? Oui, quel que soit le job. Ça s'appelle UVG. D'accord. Moi, je recommande de la prendre. C'est un bon conseil. Ouais. Voilà, donc pour les indépendantes, inscription à l'AVS et puis l'assurance accident et tenir une comptabilité. Après, pour leurs époux qui travaillent ici ou bien les gens qui viennent travailler ici, les expats, il y a plusieurs manières d'économiser sur leurs impôts. Ah, les bons plans. Alors, donc au niveau des assurances sociales, il y a trois piliers en Suisse. Le premier pilier, l'AVS, AFA en allemand, et ça assure le minimum existentiel. Après, tu as le deuxième pilier, LPP, je crois en français, en allemand c'est BVG, et ça on cotise à travers notre employé. Donc l'employé, il cotise 50% au minimum de ce que nous, on cotise. Et ensuite, on a le troisième pilier, ça assure le train. Enfin, c'est quelque chose de privé qu'on... Soit une banque, soit une assurance. Voilà, c'est ça. On ouvre ça soi-même et il y a pas deux piliers, mais dans le troisième pilier, il y a le pilier 3A et il y a le pilier 3B. D'accord. Et donc, dans le pilier 3A, il y a un montant chaque année qui change d'environ 6 800 francs pour lequel on peut cotiser, et ça, c'est déductible des impôts. Ah, très bien. Oui. Toutes les banques sont au courant. On peut juste dire, bon, j'aimerais un compte bancaire 3A. Quel que soit ton revenu, c'est autour du même taux. Oui, même taux. En fait, le montant va changer, pas en fonction de ton revenu, mais en fonction que tu sois engagé ou bien indépendant. D'accord. Quand tu es engagé, c'est environ 6 800. Et puis quand tu es indépendant, je crois que c'est autour des 12 000 francs. Oui. Et puis pour le deuxième pilier, le BVG aussi, on peut faire des rachats. Et quand on est expat, en fait, les 5 premières années, on peut maximum 20 000 francs de rachat, faire maximum 20 000 francs d'achat par année. Qu'est-ce qu'on rachète ? C'est quand même pas mal. Hein. En fait, c'est une valeur de rachat. On rachète en fait des années qu'on n'a pas cotisées pour les années qu'on n'a pas cotisées. Et ce montant est déductible aussi. Donc jusqu'à 20 000 francs, ça vaut quand même le coup. Super intéressant, ouais. C'est clair, tu cotises pour tes vieux jours et en plus tu peux déduire de pour les personnes qui n'ont pas pu travailler avant, ils peuvent racheter des trimestres comme ça. Oui, tout à fait. Ouais. Et à partir de la 6e année, donc là, il faut se référer à son certificat BVG que tout employé obtient, et la valeur de rachat est inscrite sur ce certificat. Il y a aussi autre chose, dis-moi. Je ne sais pas si on en a déjà parlé, par rapport aux expats qui viennent travailler ici. Ils sont, les 5 premières années, sauf erreur, ils sont taxés à la source. Donc on leur prend, l'employeur enlève de son salaire chaque mois une partie pour les impôts. Et à la fin de l'année, on fait le compte, en fait. On enlève ce qu'ils ont cotisé des impôts. D'accord. Ok. Alors, c'est les personnes qui payent leurs impôts, par exemple, encore en France, ou bien qui les payent en Suisse. Comment ça marche ? On doit faire une déclaration différente ? Non, en fait, parce que, regarde, ce serait... Cas pratique. Genève, par exemple. Ouais, à Genève, par exemple, on avait des frontaliers, mais à Zurich, on n'en a pratiquement pas de frontaliers. C'est trop loin. Ouais. À Bâle, il y en a aussi, mais Zurich... Tout à fait. Alors là, en fait, ceux qui sont à Zurich, ils auront un permis B.
Ils vont payer leurs impôts ici en Suisse. Mais s'ils doivent encore déclarer leurs impôts en France, ils devront aussi obligatoirement remplir une fiche d'impôt ici en Suisse à partir de 120 000 francs de salaire. D'accord. Je crois que selon le type de permis qu'on reçoit, on déclare différemment les impôts, il me semble. Il y en a qui n'ont pas B, mais qui ont vraiment temporaire. Ça doit être le C. Alors C, c'est justement le permanent. C'est c'est permanent, voilà. C'est celui que tu obtiens à partir de 5 ans. D'accord. Et donc avec celui-ci, tu fais automatiquement tes déclarations d'impôts en Suisse et il n'y a plus d'impôts prélevés à la source. C'est toi qui gères complètement tes paiements tes paiements d'impôts. Après, avec le B, donc ça va être paiement à la source. Et avec les autres aussi, en dessous du B, donc ça va être permis L, permis F. Là aussi, il va y avoir une taxation à la source. D'accord. Ouais. Quelqu'un qui travaille ici, installé ici, mais qui aurait du patrimoine en France. Oui. Dans ce cas-là, comment il fait sa déclaration pour l'immobilier ? Oui, tout à fait. Alors, ce sera déclaré s'il doit faire une déclaration d'impôt en Suisse, tout ce qu'il possède dans le monde sera déclaré dans cette déclaration. Par contre, ça ne va pas être taxé en Suisse, ça va être taxé dans le pays où se trouve le bien immobilier. Mais on se servira du montant de tous les biens mondiaux pour déterminer le taux de taxation. D'accord. Double taxation, si je comprends bien. Non, pas vraiment, parce que ton bien immobilier, il est toujours taxé en France, par exemple. Ouais, il ne sera pas taxé du tout. D'accord, ok. Juste une évaluation. Oui, c'est une manière aussi d'éviter que des gens ne payent pas des impôts dans les deux pays, en fait. Tu vois, ne déclarent pas certains revenus dans un pays ou en dans cash. C'est ça, c'est pour ça qu'on adapte le taux. Oui. Super. Oui. Alors, on a parlé des auto-entrepreneurs, on a parlé de la situation des expats, et j'aimerais te demander la situation des familles avec des jeunes enfants. Oui. Est-ce qu'ils peuvent trouver aussi, est-ce que tu as des bons plans pour eux ? Est-ce qu'il y a des cases à cocher ou des choses à déclarer ? Peut-être sur les gardes d'enfants. Alors, si les deux parents travaillent, on peut déduire les frais de Kinderbetreuung, comme on dit. Hein, c'est des frais pour s'occuper des enfants. La garde d'enfants, oui. Okay. Par exemple, cette déduction pour les frais de scolarité, ça marche si les deux parents travaillent, mais pas si y a quelqu'un un des deux parents reste au foyer, D'accord. tu vois. Et qu'est-ce qu'il y a quoi d'autre pour les enfants ? Frais de scolarité, frais de garde à part ça ? Oui, frais de garde. Leurs activités extrascolaires ? Non, ça par contre non, parce que ça fait partie de l'entretien des enfants. Ça, c'est quelque chose que les parents doivent prendre en charge à 100%. Par contre, il y a aussi, par exemple, dans ton cas, les frais de scolarité que tu pourrais déduire. Ouais. Les donations ? Donation, tout à fait. Bon, si les associations sont reconnues aussi par le... oui. Donc ça peut être déduit. On obtient aussi toutes sortes de déductions sociales qui viennent automatiquement parce que justement on a un ou plusieurs enfants. Est-ce qu'une mère qui reste au foyer et qui n'utilise pas ces services-là, il gagne quelque chose ? Non, justement, il faut que les deux parents travaillent en fait pour pouvoir déduire ces frais. Après, les déductions sociales, elles vont avoir lieu que l'épouse travaille ou pas. Voilà. Souvent, je parle à des amis qui me disent si je travaillais, je gagnerais peut-être 3 000 ou 4 000 par mois. Oui. Et c'est l'argent que je mettrais dans la crèche. C'est ça, oui. Ouais, donc, c'est ma question. Est-ce qu'on y gagne quelque chose ? Oui. Ça dissuade de travailler souvent. Avec l'organisation qui va derrière, aussi le stress, le mauvais sentiment de ne pas voir son enfant pour certaines. Oui, tout à fait. Donc est-ce que leur calcul est bon ? Toi, en tant que comptable, tu dirais que... Alors là, moi, je dirais que c'est privé, c'est mais... très très personnel. Mais franchement, si moi personnellement j'avais le choix entre faire un salaire de 4 000 francs et payer 3 000 francs à la Kinderkrippe, je préférerais rester avec mes gosses. Ouais, voilà, c'est le calcul qu'on fait. Ouais, mais bon, après, oui, à partir d'un certain montant, ça donne à réfléchir. Ce qui est dur aussi, c'est après de se remettre dans le monde du travail. Et d'autant plus quand tu es déjà expatriée, et puis maman, et ça fait un petit peu... C'est ça. Plusieurs boulets, entre guillemets. En tout cas, moi, je trouve que c'est une richesse, et en plus à présenter, mais pour certains employeurs,
Ça a l'air cas compliqué. Oui, c'est plutôt c'est souvent un point négatif, alors que ça devrait être positif. Ouais. Mais bon, elles ont aussi la chance de monter un business aussi. Oui, voilà. Ouais, alors ça c'est... ouais. Après, travailler pour elles-mêmes, je veux dire, c'est génial. Oui, on devrait s'encourager. Il y a des associations, je ne sais pas si tu connais Women in Tech. Il y a aussi autre chose qui est francophone qui s'appelle Women Lift Up. Okay. Et justement, les femmes s'entraident, partagent des compétences. Super bien fait. Génial, oui. Pour se dire, allez, entreprenez, croyez en vous. Tout à fait, oui. Est-ce que tu connais d'autres sites sur lesquels se renseigner quand on veut monter sa société ou des choses comme ça? Alors, je conseille l'IFJ. On en avait parlé pour les startups. Ils aident beaucoup. Après, il y a un site de l'administration, admin.ca. Ça s'appelle EasyGov. Et avec eux, on peut gratuitement incorporer une société. Ils offrent aussi d'autres services qui sont très intéressants. Ensuite, je conseille aussi d'aller sur notre site web valuesolutions.ch. Là-bas, on peut voir un peu tous les services qu'on propose, mais aussi on a une newsletter où il y a beaucoup d'informations très importantes et très intéressantes. Et puis aussi, il y a les chiffres clés qu'on actualise chaque année pour les assurances sociales, par exemple. Donc oui, je peux conseiller ces sites web. Oui. Pour un auto-entrepreneur, il y en a beaucoup dans la communauté francophone, de gens qui se lancent, finalement des artisans qui essaient de faire rayonner la culture française. On en a besoin, oui. Ouais, culture de bouche, absolument. Est-ce qu'il y a des choses à savoir pour eux, justement, pour mieux tenir leur comptabilité éventuellement? Jusqu'à 100 000 francs, mais ils ne sont pas vraiment obligés d'obtenir une comptabilité. Mais à mon avis, il faut dès le départ tout comptabiliser, c'est mieux. Comme ça, tu peux aussi faire valoir des frais, enfin déduire des frais. Je ne sais pas, tu t'achètes un ordinateur, etc. Oui, tu peux en tenir compte dans tes frais dans tes frais d'investissement. D'accord, donc oui, pour du matériel. Oui. Est-ce qu'ils doivent quand même déclarer la TVA et faire des factures, même s'ils sont en dessous de ce seuil? Justement pas, non. La TVA, c'est à partir de 100 000 francs aussi, donc de revenus. Mais ils peuvent s'inscrire volontairement à la TVA. Et ça peut servir, par exemple, s'ils ont beaucoup de frais au début, ils vont pouvoir récupérer la TVA qu'ils ont payée sur leur facture. D'accord. Donc ça peut servir, oui. Ah d'accord, donc c'est un calcul à faire. Oui, tout à fait, entre ce que tu gagnes et tes dépenses. Tu voulais dire encore quelque chose pour les entrepreneurs, je crois. Oui, pour les entrepreneurs, par rapport à la TVA, en fait, j'ai eu par le passé pas mal de mauvaises surprises. Enfin, mes clients ont eu quelques mauvaises surprises parce qu'ils n'étaient pas inscrits à la TVA et après, ils devaient payer de gros montants. Comment on s'inscrit à la TVA? C'est ça, en fait. C'est très simple. On peut le faire en ligne. Ou bien vous pouvez m'appeler, je le fais pour vous. Trop gentil. Tu auras 90 coups de fil demain. C'est ça. Alors voilà, donc souvent on se dit... on s'inscrit à la TVA de manière obligatoire à partir de 100 000 francs de chiffre d'affaires. Mais même si on ne fait pas 100 000 francs de chiffre d'affaires, moi je recommande de s'inscrire de manière volontaire parce que tous les frais qu'on va payer de nos fournisseurs et qui contiennent la TVA, cette TVA, on va pouvoir la déduire. Et souvent, ça nous fait un crédit, en fait. Donc, j'ai des clients qui reçoivent chaque trimestre, par exemple, 1 000 francs, par exemple. C'est quand même, c'est pas rien. Et aussi, si tu as des frais pour, par exemple, acheter un ordinateur ou du matériel pour travailler. Oui, ça va être comptabilisé comme un bien de ton entreprise. Tu vas payer une TVA là-dessus. Et si tu es inscrit à la TVA, tu peux, dans ta déclaration de TVA, déclarer, par exemple, 0 de chiffre d'affaires et puis, je sais pas, 500 francs de TVA que tu as payé. Et après, tu te fais rembourser ces 500 francs. Ok, super intéressant. Oui, moi je recommande vivement de s'inscrire, même si on n'est pas obligé. Et après, il y a autre chose, c'est que lorsqu'on fait appel à des services de l'étranger, donc on ne fait pas de TVA, la facture du fournisseur étranger, elle va être sans TVA, mais il y a toujours ce qu'on appelle la Bezugssteuer. Alors en français, je ne sais plus comment ça se dit, mais c'est le même taux que la TVA. Et si on fait appel à des services étrangers pour plus de 10 000 francs, cette Bezugssteuer, on doit la payer.
Si on est inscrit à la TVA, on va devoir cette TVA, mais en même temps, on va pouvoir la déduire. Donc on devra zéro à l'administration fiscale. Mais si on n'est pas inscrit, eh ben, on n'a pas le droit de déduire de TVA. Donc on devra payer cette TVA. D'accord. Donc oui, il faut faire attention à cette Bezugssteuer. Elle est souvent oubliée. Et une autre question, puisque tu parles donc d'importer un produit de France ou bien un service, oui. Ça peut être aussi quelque chose qui devrait passer par la douane. Oui. Et est-ce que dans ces cas-là, les entrepreneurs sont encouragés à l'importation ? Est-ce qu'il y aurait des remises aussi qu'on pourrait avoir ? Parce que les frais de douane sont assez lourds. Oui. Alors, il faut différencier en fait entre l'importation de produits et l'importation de services. Voilà. D'accord. Et avec l'importation de services, il y a cette Bezugssteuer dont j'ai parlé qui va entrer en compte. Par exemple, un traducteur, quelqu'un qui fait un site web, bien un psy. Voilà. Un avocat, n'importe quoi, tu vois, un service comme ça, ça arrive souvent. Et après, d'un autre côté, il y a les produits. Donc. Et ces produits que tu vas importer, la TVA, tu vas la payer, mais à travers la douane. Donc, ils vont t'envoyer une facture quelques jours après pour payer la TVA. Je crois que c'est compliqué. Il faut déclarer à la douane française et puis après la douane suisse. Oui. Et après, s'il y a des invendus et qu'on doit les renvoyer, pareil, le chemin inverse. C'est vraiment compliqué pour les gens qui ont des filiales de marques françaises et justement qui échangent comme ça. Ah d'accord, oui. Mais je me demandais si ils encourageaient ça à l'importation ou si c'était au même titre qu'une personne privée qui veut importer un produit de luxe, il fallait le déclarer pareil, taxer pareil. Tous les produits, oui, il faut les déclarer de toute façon. De la même manière. Et puis cette TVA, en fait... tu pourras la déduire en fait. La TVA que tu payes sur les produits que tu importes aussi, tu pourras la déduire de ta déclaration de TVA justement. Mais si tu n'es pas enregistré à la TVA, tu devras la payer. Ouais, donc on a tout intérêt à le faire. Ah oui, à s'inscrire parce que ça coûte pas. L'inscription, si tu la fais toi-même, elle va être gratuite. Puis après, il faudra faire juste des déclarations tous les trimestres. Et bon, ça te prend pas beaucoup de temps. Donc à mon avis, ça vaut le coup toujours de s'inscrire. Est-ce que tu sais si dans les déclarations en général, qu'elles soient sur des sociétés ou privées, on peut demander à avoir le formulaire en français ? Ah oui, tout à fait, oui. Mais toutes les informations de l'administration, elles sont sur le site traduites, n'est-ce pas ? Au moins en 3 langues nationales. D'accord. Donc bon, on peut s'en sortir normalement. Oui. On trouve énormément d'informations. Ces sites de l'admin sont très bien faits. Oui. Alors, si on veut devenir indépendante, oui, surtout aller s'inscrire en tant qu'indépendant à l'AVS et puis s'inscrire à la TVA. Oui. Très bien. Quand il y a un couple, j'ai entendu parler de la taxe de mariage. Tu sais que c'est remis en question en ce moment. Oui. Heiratstrafe. Strafe, oui, c'est ça, oui. C'est marrant parce que tu peux nous pénalité en parler de mariage. Voilà, ça c'est quelque chose de typiquement suisse. Au niveau des déclarations d'impôts, est-ce que vous avez le sentiment que c'est plutôt à la charge des hommes dans la société suisse quand vous faites la déclaration d'un foyer? Est-ce que vous avez un interlocuteur? Vous avez 2 interlocuteurs ou finalement un seul en priorité? En priorité un seul, et c'est soit l'époux, soit la femme, ça dépend en fait. D'accord. Oui, c'est la personne qui a le plus de temps en fait. Oui. D'accord. Ah, c'est en fonction du temps. Oui. D'accord. Donc t'as pas l'impression qu'il y en a un qui est plus maître des finances que l'autre, que t'as pas analysé ça dans les mentalités? Non, parce que j'ai souvent des couples qui sont, par exemple, très investis dans le business familial. J'ai une jeune fille remarquable. Qui gère tout le business et son époux est manager. Je trouve pas que vraiment il y a une personne qui a plus l'homme qui a plus le rôle de tenir les finances. Non. Je demande ça parce qu'en général on dit que les femmes sont moins calées sur les finances, s'autorisent moins aussi à chercher l'information, elles se laissent plus guider par un père, puis un mari, etc. Ce qui se passe en Suisse allemande, c'est que y a souvent des femmes qui sont au foyer, qui travaillent pas, qui dès qu'elles ont des enfants, elles vont arrêter de travailler. Mais c'est parce que les frais de garde sont tellement énormes que bon, si elles vont travailler, tout leur salaire irait en fait dans la garde des enfants. Et dans ces cas-là, c'est possible de racheter les trimestres où on n'a pas travaillé? Si elles n'ont pas travaillé, mettons, pendant 4 ans ou 5 ans, est-ce qu'elles peuvent quand même prétendre à une retraite?
Elles ont droit aux cotisations, à la moitié des cotisations de leur mari. Ah, ok. Ouais. Ça, c'est tout ce qui a été après, ça dépend du régime matrimonial. D'accord, c'est ça. Mais celui que Errungenschaft, le régime matrimonial qu'on rencontre le plus, c'est qu'en fait, tout ce qui est gagné pendant le mariage, ça va être partagé 50-50 à la fin. D'accord. Et puis, ce qu'on a apporté soi-même, il y a la propriété qu'on a apportée soi-même qu'on avait soi-même avant le mariage, ça reste avec nous à 100%. C'est communauté de biens ou c'est voilà, c'est ça. C'est le premier communauté de biens, D'accord. tout à fait. Ok, c'est intéressant. Oui. Amel, dans le podcast, j'aime savoir les différences entre les deux pays, entre les deux systèmes. Et comment se passe justement le système d'imposition ici en Suisse ? Voilà, quelle est la grosse différence avec la France ? Oui, alors justement, c'est une très bonne question parce que c'est vraiment très différent. On est taxé à 3 niveaux. Au niveau fédéral, au niveau cantonal et ensuite au niveau de la commune. Et donc, ces trois niveaux ont le droit de taxer certaines taxes. Et, il y a des taxes différentes à chaque fois ? Oui, voilà, par exemple, au niveau fédéral, on est taxé sur le revenu, mais pas sur la fortune. Ils n'ont pas le droit de taxer sur la fortune. Et après, au niveau cantonal et au niveau de la commune, on va être taxé sur les revenus et la fortune. Super intéressant. Ce que je voulais aussi savoir, c'est est-ce que pour toi, c'est un facteur important de s'adresser à des comptables qui comprennent notre langue ? Donc, on l'a dit, Monsieur Scherer, toi-même, vous parlez français, on peut s'adresser à vous à Value Solution. Est-ce que tu sens parfois un blocage au niveau de la langue, des gens qui ne comprennent pas, justement ? Oui. On a pas mal d'expats, des gens qui ne parlent pas l'allemand, par exemple. Et oui, dans ces cas-là, c'est important de pouvoir leur parler dans leur langue, anglais ou bien français. Espagnol. Est-ce que vous faites plutôt du conseil aux entrepreneurs ou aux particuliers, justement ? Les deux. Ouais, d'accord. Ouais, on fait les deux. Oui, on a des clients, des personnes juridiques et physiques. Est-ce que vous proposez des services supplémentaires à ce qu'on avait l'habitude en France ? Donc, je fais encore la comparaison, mais... Oui. Alors, malheureusement, je peux pas comparer, je suis désolée. Mais ce qu'on propose, nous, en fait, on est un groupe. Il y a 3 sociétés. Une qui est spécialisée dans le domaine fiduciaire, une qui est spécialisée dans le domaine audit, et l'autre qui est spécialisée dans le domaine finance. Alors moi, je travaille pour la société fiduciaire et aussi finance. D'accord. Et voilà, on travaille pour autant des personnes physiques que des personnes morales. Et on est spécialisé dans le domaine fiscal, comptabilité, gestion du personnel, pardon. On fait aussi pas mal de compliance, due diligence, de la estimation d'entreprise, fusion et acquisition. Oui, corporate finance. Oui. Ok, super intéressant. Oui, je trouve aussi, oui. Et je voudrais bien ton analyse des mentalités. Est-ce que tu as l'impression que c'est facile de parler d'argent en Suisse ? Que c'est plutôt... beaucoup plus qu'en France, je trouve. J'ai l'impression qu'en France, c'est un peu un tabou, l'argent, non ? Ouais. Non, mais ici, j'ai pas du tout ce sentiment. Ouais. D'accord. Je sais pas pourquoi c'est un tabou en France. Je pense que c'est aussi culturel de dire qu'on n'étale pas ses richesses, ça fait orgueilleux. Oui, c'est ça. Ça écrase ceux qui n'en ont pas. Tout à fait. Et puis, les impôts prennent tellement, il faut qu'on cache, donc je sais pas. Ah, tu crois ? Peut-être, je sais pas. Mais tu sais, c'est peut-être historique. Tu te souviens de ce personnage ? C'était un ministre pour un roi, Louis, je sais pas, le Soleil peut-être, et il a étalé sa richesse devant le roi pendant une cérémonie. Je connais pas cette histoire. Il était tellement jaloux ah oui. Je crois qu'il l'a envoyé en prison ou quelque chose comme ça. Enfin, il a tout perdu quoi après cette cérémonie. Ah, tu vois. Alors c'est peut-être finalement quelque chose de dire on démystifie l'argent et ça doit être dans la tradition, voilà. Oui, historique. Mais pourtant, regarde, les chrétiens, ils sont très... Et en fait, les gens faisaient des donations aussi à la fin de leur vie pour racheter leurs péchés. Et c'est comme ça que des lettres de doléances, je ne sais pas si tu en as entendu parler. Oui. Mais après, les moines, non, ils font vœu de pauvreté. Est-ce que tu as l'impression que par rapport à l'argent, en Suisse, il y a plutôt une attitude sécuritaire, quelqu'un qui pense, les gens pensent sur le long terme, ou bien ils ont un goût quand même du gain, de vouloir une ambition ?
Non, moi je trouve qu'en Suisse alémanique, on parle beaucoup plus facilement d'argent et qu'on est beaucoup plus commerçant. C'est plutôt une attitude sécuritaire où ils osent, ils investissent. Non, mais c'est les deux à mon avis, ouais, parce que bon, il y a les trois piliers. Donc c'est très prévoyant. Et puis je trouve qu'ils font beaucoup de start-up, qui sont oui, très, c'est ça. Justement. Alors tu me disais que le corona a mené à une explosion des start-up en Suisse. Mais oui, je l'ai lu dans. Il y a une association, ça s'appelle, je crois, le IFS. Je suis pas sûre, mais c'est une organisation qui promouvoit des startups. En fait, elle les aide dans beaucoup de domaines, incorporation, comptabilité, gestion administrative et tout ça. Elle les aide beaucoup. Et puis ils ont fait un rapport où ils montrent que il n'y a jamais eu autant de sociétés qui ont été créées, qu'il y a un énorme boom en Suisse, justement, de nouvelles sociétés. Ça fait plaisir, c'est clair. Je crois qu'ils savent utiliser les crises aussi pour rebondir. Ça a donné des idées à plein de monde. Les gens se sont recentrés. Tout à fait, espérons des entreprises avec plus de sens. Oui, écolo, beaucoup d'entreprises avec une responsabilité envers la communauté, oui. J'ai vu pas mal de... Toi, c'est quelque chose qui t'intéresserait un jour d'entreprendre ? De travailler dans une de lancer ton entreprise, de lancer un concept. Écoute, je crois pas, c'est trop de stress. Je préfère être employée. Tu croises trop de patrons stressés. C'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Oui, je crois que non, je pense. Mais c'est quand même beaucoup de travail d'être comptable. J'imagine, quand il faut faire les bilans, etc., c'est des heures supplémentaires. Ah ouais, effectivement, oui, c'est beaucoup d'heures supplémentaires. Mais quand tu es partenaire, tu travailles à 100%. Enfin, je veux dire, tu travailles tout le temps, tu n'as pas de vacances, enfin presque pas. Oui. Mais oui, c'est assez intense en début d'année pour nous. Oui. Alors Amel, est-ce que pour un particulier qui a simplement sa déclaration seule à faire, sans complications, est-ce qu'il y a des outils qui existent ? Oui, il y a le site de la ville de Zurich qui propose un logiciel pour faire sa déclaration en ligne. C'est très bien expliqué, je trouve. Oui. Et à mon avis, ça vaut le coup de le faire pour une déclaration simple, ça vaut le coup de le faire seul. D'accord, simplement avec un revenu. Voilà, tout à fait, un revenu, quelques déductions, et puis même peut-être un bien immobilier. Ah, quoique non, avec un bien immobilier, le système t'empêche d'aller plus loin. C'est plus une déclaration simple, en fait. Donc là, il faut prendre un pro. Voilà, c'est conseillé, oui. Mais oui, faut juste répondre au questionnaire et on voit tout de suite si on peut remplir sa déclaration en ligne. Super. Est-ce que c'est porteur comme métier ? Tu penses qu'il y aura toujours des jobs dans la fiduciaire ? J'en suis sûre. Il y aura toujours des sociétés qui se créent, des gens qui auront besoin de conseils, que ce soit par rapport à la comptabilité, aux taxes ou bien aux assurances sociales. Oui. Et quelle qualité il faut pour se lancer dans cette formation ? Est-ce qu'il faut une aptitude particulière, déjà une vision de la gestion d'argent, etc. Il faut savoir compter, ça aide. Non, écoute, non, je sais pas. Moi, par exemple, j'aimais les chiffres et j'aimais aussi la loi, les lois, le droit. Donc, ça m'a beaucoup plu. Il faut aussi bien aimer travailler avec les gens parce que c'est très humain. On se retrouve très souvent dans des problèmes intimes, des problèmes très confidentiels, par exemple. Ou bien même quand une société doit être rachetée ou des choses comme ça, oui, ça demande beaucoup de discrétion en fait. Et, j'imagine qu'il y a un secret professionnel. Tout à fait, oui, c'est obligatoire. Donc oui, bon, il faut être capable alors justement d'être discret. Voilà, discret, à l'écoute, c'est très important pour bien conseiller au mieux le client, effectivement. Et voilà, c'est un travail qui est toujours qu'on fait toujours avec des gens et qu'on doit beaucoup conseiller. Donc, il faut avoir des capacités sociales très importantes. Et vous travaillez étroitement avec les institutions des impôts ? Oui, étroitement, et avec les institutions aussi d'assurance sociale. Oui, et avec d'autres partenaires, des banquiers, des investisseurs, des agents immobiliers, par exemple. Oui. Ok, super intéressant.
Et est-ce que tu arrives à trouver justement des moments pour te recentrer? Je crois que tu voyages beaucoup. Plus trop, mais c'est vrai Oui, que là, en j'ai, ce oui, moment. mais c'est vrai que j'aime beaucoup voyager et j'ai eu la chance de voyager pas mal, oui. Super. Mon dernier voyage, donc, c'était à Tel Aviv. Ah, Et super. oui, c'était en octobre. Je trouve que Mhm. c'est... Ah, ou septembre. Non, une fois c'était en septembre et une fois c'était en octobre. D'accord. Et je trouve que c'est une super période pour voyager là-bas Mhm. parce que il fait pas trop chaud, mais il fait encore bien Mhm. chaud. Tu peux bronzer, la plage est super et tu manges bien. Les gens dans la rue, tu parles avec des gens, ils trouvent pas ça bizarre. Ah oui, ça change de la Suisse. C'est clair. Oui, il y a ce côté oriental quand Oui, même, oui, oui. plus chaud. Et moderne aussi, européen. Mais oui, tu t'es assis dans un restaurant, il y a quelqu'un à côté de toi, tu peux faire la conversation et ça veut pas dire que vous allez être potes pour la vie, Ouais, mais c'est tu juste passes un moment. convivial. Et oui, oui. Et puis c'est très joli aussi. Ouais. Et où encore tu as visité? Les États-Unis, j'ai Mhm. beaucoup aimé. Ouais. Mon endroit préféré aux États-Unis, c'est San Diego. D'accord. Ah, c'est tellement beau et la nourriture est superbe et les gens sont détendus, et ils sont pas fake comme à Los Angeles. Ah d'accord, ok. Sinon, le Mexique, c'était superbe. Mais j'ai eu peur quand même là-bas. T'es partie seule? Oui. Ah oui. Et, Backpack, oui, sac à dos. backpack, et je suis partie là-bas. Bon, j'avais une copine que j'ai rencontrée là-bas, Mhm. mais oui, j'avais souvent peur. Et puis, par exemple, devant les bijouteries, t'avais des gardes avec des armes énormes, tu sais, des mitraillettes et des choses comme ça, mais t'hallucines. Et puis des affiches de jeunes filles qui ont disparu, des machins comme ça. Non, c'était pas. Il y avait c'est un très beau pays, mais il y avait des choses comme ça qui m'ont fait un peu peur. Et tu vois, pour prendre mon avion de retour, je devais prendre mon avion à 6h, quelque chose comme ça. Et donc, je devais prendre un taxi vers 3 ou 4h du matin. Et il faisait nuit, il y avait personne. J'étais flippée. Et puis, sur la route, il a eu un problème avec la voiture. Oh, tu t'es dit... Alors là, vraiment, j'ai eu une peur, mais laisse tomber. Et puis, il me regardait, il me disait, il faut pas avoir peur, tout va bien se passer. Et il me flippait encore plus quand il disait ça. Et donc, on s'est arrêté, et il y a un autre taxi qui est arrivé, une autre voiture, et j'ai dû changer de voiture. Et après, bon, il m'a amené à l'aéroport, il s'est rien passé, ils étaient très gentils. Ouais, tu vois. Mais tu vois, j'avais pas besoin de ça. Scène de film. C'est une blague de Dieu, je crois. T'as peur? Allez. Et du coup, ça t'a freiné pour visiter? Non, j'étais avec une copine là-bas, D'accord. et puis les jours où j'étais pas avec elle, non, quand même, je visitais pas mal. Oui. Ok, super. Donc vraiment axé voyage, culture. Oui, c'est ça, oui, oui. T'as fait d'autres... Algérie, Oui, etc. voilà, Maroc, Algérie, exactement. Oui. T'as fait d'autres pays de la francophonie? Non, je crois pas, non. À part la Suisse française, oui, non. Ben voilà, prochains Algérie. objectifs. Ah oui, exactement. Canada, Belgique. Ah, ça, j'aimerais beaucoup le Canada, oui. On en vient à la fin de l'interview. Oui. Est-ce que tu aurais une citation à partager avec nous, quelque chose qui te tient à cœur, qui te représente? Oui, encore une de Voltaire. Et c'est la patrie est là où on est heureux. Ouais, je trouve vraiment que ce que tu as vécu, toi. C'est approprié, non? En plus, Ouais. pour le... Oui, Oui, c'est ce absolument. que j'ai vécu aussi. Donc toi, ta patrie, tissu ton moi, cœur, pour ton l'instant, bonheur. Voilà, c'est ça. Pour l'instant, c'est la Suisse. Parfait. Peut-être que dans quelques années, ce sera le Japon. Ah, le Japon. Il faut que tu m'en dises plus, là. Tu es passionnée de Japon? Oui, passionnée, oui. J'aimerais beaucoup, bon, d'abord visiter, et puis peut-être passer quelques mois là-bas. Oui. Non, mais je te comprends. Tu apprends la langue? Quelques mots, mais en ce moment, je me concentre sur l'espagnol. J'ai interviewé quelqu'un d'autre, Elodie, que vous écouterez ou que vous avez déjà écouté, je sais pas l'ordre, qui aussi apprend le japonais parce qu'elle adore le Japon. Et... Super, mais peut-être que tu pourrais nous mettre en contact. Voilà, exactement. Ça, c'est la magie de Franzine. Merci beaucoup, Amel. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci de ce partage. Merci. Franzine est le médium qui vous permet de recevoir des conseils proches de vous et de l'information locale tout en découvrant des parcours de vie chaque semaine plus enrichissants. Je suis ravie de mener ces enquêtes pour vous et vos réactions, likes et commentaires me donnent l'énergie de continuer. En toute bienveillance et néanmoins liberté de parole incroyable, j'aime à croire que ces parenthèses hebdomadaires permettent aussi un lien social, même seulement par l'audio, des rencontres, que cela a un impact positif pour vous. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochains épisodes. À bientôt!